On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à l'industrie de l'automobile. Notre ami, avocat et chroniqueur Jean-François Guay, qui fait partie des auteurs du Guide de l'auto avec Jacques Duval. Vous savez qu'à chaque année, on le rencontre début septembre. Mais là, il y a quelques jours à peine, c'était le Salon de l'auto. 200 000 visiteurs encore une fois. Ça lance un peu la saison, surtout aussi pour les gens qui sont peut-être en mode de changement de véhicule pour cet hiver, pour le printemps ou pour l'été ou l'automne prochain. Il y a beaucoup de véhicules aujourd'hui, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de modèles. Jean-François va nous dire dans cette entrevue, je pense que c'est l'année des pick-up, peut-être aussi parce que l'essence n'est pas très, très coûteuse, mais il y a aussi des nouveautés intéressantes. Et l'industrie se replace également, les Japonais, les Coréens, les Allemands, les Européens, également les Américains. Bref, on fait le tour de la question avec Jean-François Guay à l'instant. Vous savez, il y a quelques jours à peine, c'est terminé le Salon de l'auto de Montréal, un événement toujours populaire. Moi, j'y suis allé d'ailleurs le dernier jeudi, même en fin d'après-midi, puis c'était quand même plein de monde avec nous pour en parler, puis parler aussi en même temps des enjeux puis des nouveautés 2015. Jean-François Guay, chroniqueur automobile et avocat. Bonsoir et bienvenue. Salut, Éric. En quoi c'est important le Salon de l'auto comme événement dans l'industrie de l'automobile? Bien, ça rouvre l'année, hein? Parce que tu vois, cette année, il y a eu 200 000 personnes encore cette année. L'an passé, il y en a eu 200 000. On arrondit, là. Ouais. C'est 200 101 personnes. Puis l'an passé, 200 503 en 2014. C'est assez stable, la clientèle, pour le salon? Pour l'instant, oui, parce qu'il y a déjà eu moins de personnes, puis il y en a déjà eu plus. Mais là, disons, au cours des dernières années, là, ça s'est stabilisé à 200 000. Bon. Donc, les fêtes viennent de se terminer. Parfois, les gens ont des projets de changer les autos, souvent au printemps ou même durant l'année. Ouais. Donc, on est en janvier. C'est un bon temps pour aller à l'intérieur, au Palais des Congrès, pour se balader. Puis c'est quand même, je veux dire, tu sors de là, je te dirais pas que tu as mal aux pattes, là, mais c'est quand même une longue... C'est une bonne marche. C'est une bonne marche, là. Ouais, c'est sur 3 étages. On commence avec le niveau 7, après ça, parce que c'est bizarre à Montréal. On commence par en haut. On commence par en haut, puis on descend vers le bas. Ouais. Puis même cette année, je ne sais pas si tu as remarqué, au niveau 5, parce que tu passes du niveau 7 au niveau 5, à ma grande surprise, il y avait un kiosque de l'Auto-Québec. Oui, j'ai vu ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont achetés des billets en espérant s'acheter une C'est ça, autrement dit, c'est ça le truc, c'est que tu vois une belle voiture, puis là, tu te dis, « Hein, kiosque de l'Auto-Québec, ça donne bien, je vais m'acheter un billet de loterie. » On m'a acheté une Ferrari. Ils sont partout, hein, l'Auto-Québec. Bon. Ah, on voit ça. C'était quoi cette année les nouveautés qui étaient présentées au Salon de l'Auto de Montréal? Bien, le Salon de l'Auto de Montréal cette année, c'est sûr qu'il y avait des absents. Parce que moi, je vous dirais que l'année 2015, c'est l'année des camionnettes. Si tu veux, on y reviendra plus tard. Parce qu'au Salon de Détroit, qui a lieu en même temps que Montréal, il y avait beaucoup de lancements de nouvelles camionnettes. On parle de pick-up. À Montréal, bon, les grandes nouveautés, je vous dirais, moi, c'était encore les petites voitures. Hein? Il y a eu le lancement de certaines petites voitures. Je pense à la Mazda 2. Ouais. Qui était une première nord-américaine, le CX-3, qui est mon coup de cœur du salon. Ça, c'est le petit frère du CX-5. Je pense même qu'il va faire mal au CX-5 au niveau des ventes. Au niveau de chez Mini Cooper, il y avait un nouveau modèle à 5 portes. Ce n'est pas le Countryman, c'est vraiment un modèle, une Mini Cooper à 5 portes. Donc, c'est sûr que ça va attirer une nouvelle clientèle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui hésitaient, parce que c'était seulement un 2 portes. À part ça, bien, aussi au niveau des voitures électriques, on pense à Tesla. C'est la première présence au salon. C'est la première présence de Tesla au Salon de Montréal. Les années antérieures, ils n'étaient pas là. Là, le fait qu'ils ont ouvert un nouveau concessionnaire à Montréal, parce qu'il faut savoir que le Salon de l'Auto de Montréal, par rapport au Salon de Détroit, c'est l'industrie automobile qui organise ça. Alors qu'à Montréal, c'est la Corporation des concessionnaires de Montréal. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on retrouve notamment des marques comme Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce. Ces véhicules-là ne se retrouvent pas à Détroit. Tu vois, à Détroit, souvent, on dit « Ah, c'est un gros salon. » Oui, mais les marques de voitures exotiques ne sont pas là. Ouais. Il y a une portion de divertissement aussi, parce qu'il y a certains moments dans le salon où on a des vieilles bagnoles ou des bagnoles, des autos remontées, etc. Bon, ça, il y a une partie de divertissement là, qui amuse probablement la clientèle des gars de 18 à 34 ans là, qui trippent un peu, peut-être les plus vieux aussi, je ne sais pas. Bien, les voitures modifiées, oui, parce qu'il y a une petite musique d'ambiance. Ouais. Puis aussi le personnel qui reçoit les gens. Tu sais, des fois, on dit, comment dire, il fait une époque où l'auto, c'était sexiste. Là. Ouais. On est dans le stéréotype, là. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, bon. oui. Mais d'ailleurs, le premier kiosque sur lequel je suis tombé quand je suis arrivé, c'est Tesla. Oui.
Moi, personnellement, je suis intrigué par cette voiture-là. Bon, j'ai possédé une Toyota Camry hybride pendant 5 ans, que j'ai adoré d'ailleurs. Le coffre était un peu petit, mais j'ai monté ça à 200 000 kilos. J'ai jamais eu de problème avec ce véhicule-là. Le véhicule hybride est intéressant. Là, on est dans du véhicule 100 électrique. On sait qu'on a la Leaf chez Nissan, qui est un petit gabarit. Ouais. On a la Tesla, qui en même temps, de par le coût, devient aussi une voiture de luxe, là, parce qu'on parle de 80, 90, 100 000 et plus. Oui, là. avec les taxes. Ouais. Avec les taxes et tout ça. Là, c'est vrai, bon, tu dis, il y a un concessionnaire à Montréal. D'ailleurs, les gens étaient très accueillants. J'ai quand même été assez étonné par la grosseur du véhicule. C'est quand même assez spacieux, là. C'est spacieux parce que on s'entend qu'il n'y a pas... Au niveau mécanique, il y a des batteries qui prennent... Ça prend de l'espace. Au niveau motorisation, au niveau de la transmission, c'est moins volumineux qu'une transmission, qu'un moteur atmosphérique ou une transmission mécanique là, traditionnelle. Bon, et là, d'ailleurs, le type chez Tesla me disait que là, les nouveaux modèles ont maintenant 2 moteurs, un à l'avant et un à l'arrière, ce qui permet au véhicule d'avoir une traction intégrale. Traction Parce que intégrale. La première génération, le moteur est en arrière avec de la propulsion. Oui. Puis là, avec les 2 moteurs, bien, les roues d'en avant tournent aussi. Là. C'est ça que j'ai Effectivement. compris. Là. Et puis ça fait en sorte que le véhicule est plus équilibré. Mais ce n'est pas toutes les voitures qui sont à traction intégrale, par contre. Mais tu as des versions les plus huppées, si tu veux. Bon. Puis là, il y a, ouais. excuse-moi de t'interrompre, il y a une petite berline aussi qui est en préparation pour réduire le coût et que ça soit plus accessible. On parle peut-être de 50 60 000 Bon. Mais là, en ce moment, puis tu sais, on regarde aussi les gens qui s'en procurent. J'étais quand même assez étonné. Le type me parlait des chiffres. Là, on parle de plusieurs milliers de véhicules qui ont été vendus au Québec, au Canada. Donc, c'est un success story, le Tesla. On vient de doubler les effectifs en Californie. Là. Effectivement. Mais c'est sûr que les gens qui vont acheter des Tesla, c'est des gens qui auraient pu s'acheter une Mercedes haut de gamme, une BMW. Ils ne le font pas par économie d'essence. Bien, c'est un Ben, standing. oui, non, c'est une ça. question d'image. C'est une question d'image. C'est très, très in présentement. Mais c'est performant aussi. Très performant. Parce que j'ai vu justement une vidéo sur YouTube où on voit un test d'accélération entre la nouvelle Corvette C7 Stingray versus la Tesla la plus performante, la plus puissante. Ils sont nez à nez. Ah oui, c'est Oui, puis on parle d'un 0-100 km/h en bas de 4 secondes. Wow. C'est très vite là, pour une Une voiture bombe. électrique. Ouais. Sauf que du côté voiture électrique, ce qui va être plus abordable pour monsieur, madame, tout le monde, Chevrolet s'en vient avec la Bolt. La Bolt, pour 2016, ça va être une voiture entièrement électrique. On parle d'une autonomie d'environ 320 km, ce qui est le double de la Leaf. Et ça va se vendre environ 30 000 américains. Mais là, c'est quoi l'avenir pour des véhicules comme la Volt, dans lequel il y a un petit moteur à gaz? Là? Ouais. Même chose pour les véhicules hybrides, notamment la gamme chez Toyota, là, qui en a quand même produit beaucoup depuis 15 ans. C'est quoi l'avenir pour ces véhicules-là? Bien, la Volt, vous voyez, à Détroit, ils ont dévoilé le modèle 2016, qui va être plus performant, donc plus d'autonomie. L'autonomie va augmenter de 20 km, ce qui est quand même, des fois, ce qui se fait la différence. Parce que moi, pour avoir essayé souvent de Volt, je pouvais aller, je ne sais pas, Saint-Jean, Place Bonaventure, en mode électrique. Puis quand on revient, disons sur la 35, dans le coin du Saint-André, là, le moteur à essence démarre Ah oui? pour recharger la batterie. Donc, c'est très économique. Dans une semaine, moi, je me rappelle, j'avais consommé 4,4 litres d'essence pour parcourir presque 500 km. Mais la voiture était constamment branchée. Puis en électricité, à l'époque, j'avais fait les calculs, ça avait coûté 6 ou 7 Wow. Donc, ça devient intéressant. Mais c'est un véhicule quand même de près de 50 000. Là. Non, parce que autant la Leaf que la Volt, les prix ont été... les constructeurs, plutôt, ont réduit la facture l'an passé de 5 000 $ Et si on ajoute à ça les rabais gouvernementaux, les subventions, entre guillemets, c'est un véhicule qui peut commencer aux alentours de 27 000 $ plus taxes. Ouais. Ça, c'est de base, si on calcule là, les rabais. Bon, tu disais en introduction que cette année, c'est l'année des pick-up. Ouais. On le sait, l'essence n'est pas chère. Puis depuis quelques années aussi, les pick-up sont pas mal moins chers qu'avant. Puis il y a une mode aussi, et on voit d'ailleurs que tu as arboré le look pick-up ce soir. On pourrait même montrer les bottines qui viennent avec. Le style lumberjack. C'est ça. Il manque la barbe. Mais d'où vient cet engouement pour les pick-up soudainement? C'est très mâle là, d'avoir son pick-up pour traîner son 4 roues, son coffre de pêche. Ouais. Puis, Mais c'est sûr qu'avec le prix de l'essence, comme tu dis, en dessous d'1 $ le litre, c'est sûr que pour 2015, il va y avoir beaucoup de ventes au niveau des camionnettes au grand VUS, parce qu'il faut dire aussi que Ford a renouvelé l'Expédition, GM a renouvelé le Suburban, le Tahoe, le Yukon, avec des nouvelles motorisations qui consomment moins. Au niveau des pick-up,
Si on regarde ça brièvement, tu as le nouveau Nissan Titan, tu as le Toyota Tacoma qui a été redessiné. Chez GM aussi, tu as le Chevrolet Colorado, GMC Canyon, ça, c'est des camionnettes intermédiaires, on s'entend. Mais le Raptor du F-150 revient, ça, c'est avec des grosses roues. Ça se compare, tu sais, au fameux Bigfoot, là, les pick-up qu'on voit dans des spectacles là, de motocross, souvent, de la motocross. Puis tu as le Ram aussi qui revient avec un modèle qui s'appelle, la version qui s'appelle Rebelle, avec des roues de 33 pouces. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement, là, c'est pour le look. C'est parce que c'est pas tout le monde qui va aller faire du hors-route avec ce genre-là, avec ce véhicule-là. Bon. D'ailleurs, les pick-up, c'est très drôle parce qu'il faut que je te conte une anecdote. Mon beau-frère qui habite Québec, qui est un adepte de la chasse et de la pêche, ça fait longtemps qu'il veut s'acheter un pick-up, mais sa conjointe ne voulait pas parce qu'elle disait « C'est pas vrai qu'on va s'acheter un pick-up, on n'est pas des farmers. » Il y a encore là, il y a une image là-dedans. Là. Il y a du monde qui pense que, bon, quand tu t'achètes un pick-up, c'est parce que tu t'habites en campagne puis que tu travailles sur une ferme. Là. Ce qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. Non, là. parce que le véhicule le plus polyvalent, souvent on pense à la fourgonnette, mais c'est plus la camionnette à 4 portes. Parce que là, tu peux transporter la famille, tu peux transporter le ménage, tu peux transporter n'importe quoi. Parce que souvent, une camionnette, c'est très, très utile. Parce que le seul hic, c'est que ça consomme beaucoup. Et d'ailleurs, c'est toujours pratique de connaître quelqu'un, un ami de la famille qui a un pick-up. Qui a un pick-up. Hein, ça arrive une fois ou deux dans l'année, tu as quelque chose à transporter, tu t'es acheté un truc, tu as besoin d'un pick-up pour le traîner. Parce que tu vois, chez Chevrolet puis GMC, le Canyon et le Colorado, ils ont un 4 cylindres. Ça ne consomme pas beaucoup. Il y a un V6. Mais là, il y a un moteur diesel Duramax qui s'en vient pour ces véhicules-là. Mais là, le diesel est moins attrayant. C'est sûr. Même, je regardais, j'étais étonné. Moi, j'ai possédé une diesel pendant presque 4 ans. Et là, d'ailleurs, depuis que l'essence est à 1 le diesel est encore à 1,30 et plus. C'est sûr. Pourquoi le diesel n'a pas suivi le prix de l'essence? Et au départ, les gens qui achetaient le diesel, ça coûtait un petit peu plus cher à l'achat, mais il y avait sur du long terme une forme d'économie. Là, c'est moins attrayant. Moi, au cours des dernières années, on m'a toujours dit qu'en hiver, le diesel était beaucoup plus cher qu'en été. Tout ça à cause de l'huile à chauffage. Ouais. Je peux me tromper, mais c'est parce qu'il faut savoir que tu pourrais faire fonctionner un véhicule diesel avec l'huile à chauffage. Oui, sauf que ce n'est pas légal. C'est pas légal. Même des fois, il y a des policiers qui vont faire des opérations à ce niveau-là parce que l'huile à chauffage et le diesel, c'est pas la même couleur. Puis là, il y a des gens qui trichent parce qu'il y a des policiers qui vont y mettre des constats. Ils vont vérifier si c'est de l'huile à chauffage. Mais c'est très ciblé, là. Ils font ça de façon occasionnelle, peut-être dans des régions où ils pensent qu'il y a une espèce de petit trafic d'huile à chauffage. Parce que c'est beaucoup moins cher, parce que les taxes ne s'appliquent pas sur l'huile à chauffage. Parce que le diesel, bon, évidemment, il y a du produit Vaux. Il y a aussi même un peu d'Américains maintenant là, dans le diesel, notamment dans des camions, des Cherokee, des pick-up, des trucs comme ça. Mais là, c'est un peu moins attrayant que ça l'était, ou même dans l'allemand, là, chez la Mercedes ou l'Audi. Bien, c'est sûr que c'est moins attrayant, peut-être. C'est sûr qu'il y a toujours une clientèle. Puis il faut être conscient aussi que l'essence va remonter à un moment donné. C'est une question de temps. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 6 mois, qui le sait. Sauf que, tu vois, au niveau de GM aussi, je parle souvent de GM ce soir, mais GM, ils ont aussi la compacte, là, un blanc de mémoire, qui est diesel. Quand tu parles de la Cruze? La Cruze est diesel. Souvent, les gens hésitent entre la Jetta et la Cruze. Donc, c'est sûr qu'il y a une clientèle pour ça. Comment se tirent d'affaire les Américains, les constructeurs américains? Il y a quelques années, on l'a vu, bon, le gouvernement américain même a dû intervenir, le gouvernement canadien aussi, pour sauver des emplois et sauver de la faillite les constructeurs, quoique Ford était un peu moins mal pris que Chrysler et GM. Effectivement. Mais là, on est en 2015. Comment se portent GM, Ford et Chrysler? Bien, 2014 a été une année record pour pratiquement toutes les marques. C'est une année record des ventes en Amérique du Nord, au Canada. La Chine a connu quelques difficultés, mais malgré, encore une fois, ils ont vendu plus de voitures en Chine qu'aux États-Unis. Où il y a eu des ratés, c'est en Russie, bien entendu, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, il y a une crise économique en Russie. Certains pays européens aussi, les ventes ont diminué parce qu'il y a une crise encore qui fait rage en Europe. Mais il ne faut pas se réjouir que le prix de l'essence soit en bas de 1 $ le litre, parce que les gens consomment plus, puis ça fait plus de pollution. Parce que logiquement, il faut que le prix de l'essence se vende à un prix assez élevé pour forcer aussi les manufacturiers à diminuer la consommation. Parce que qu'est-ce qui se passe en Chine présentement? Si on recule de 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de voitures en Chine. C'est clair. Puis là, présentement, il s'en vend, je vais arrondir, mais il se vend presque 20 millions de véhicules par année en Chine.
depuis 5, 6, 7, 8 ans. Là. Donc, les constructeurs américains se tirent bien d'affaires maintenant, Oui. GM, Ford, Chrysler. Je sais qu'au plus fort de la crise, même dans certains cas, ces compagnies-là avaient des compagnies de crédit qu'ils n'ont plus aujourd'hui, où c'est maintenant des banques qui les financent, ou même dans certains cas, je pense Chrysler, où il n'y a pas de location. Donc, on est strictement à l'achat, là. Oui, effectivement. Mais la seule compagnie, je vous dirais, moi, qui peut-être qui tire un... Même si on connu une année record de vente, c'est Volvo. Vous voyez, Volvo n'était pas au Salon de l'Auto cette année. C'est vrai. Mais on en entend beaucoup moins parler. Bien, ils ont moins de modèles qu'il y en avait. Là, par contre, ils sont en train de renouveler la gamme au complet. Le XC90 a été dévoilé. Ils ont dévoilé, mais ils étaient présents à Montréal, sauf qu'ils sont présents dans le Vieux-Montréal, dans le Sciences et Technologies Montréal, là, l'espèce de musée, là, pas loin de la Pointe-à-Calière. Là. Ils sont dans ce coin-là, puis ils ont décidé cette année de participer à un salon par marché, c'est-à-dire un salon au Canada, donc ça devrait être Toronto au mois de février. Ouais. Aux États-Unis, bien, c'était à Détroit. C'est un peu nocif pour la marque, ça. Je veux dire, quand tu n'exposes pas ton produit devant grand public... Ils l'ont exposé. Bien, ils tentent peut-être de faire une nouvelle approche parce que je sais que au niveau de la mise en marché, même au niveau des concessionnaires, ils vont obliger les concessionnaires à faire certaines rénovations. Et apparemment, même le personnel va être habillé de façon... ils vont être habillés style suédois. Ouais. C'est un couturier suédois qui va lui fournir les vêtements. Quand on regarde du côté des Japonais et des Coréens, est-ce que je me trompe ou j'ai l'impression... Bon, Toyota et Honda sont toujours des forces tranquilles, visiblement, mais on regarde... Tu sens encore beaucoup d'agressivité dans le marché de la part de Hyundai, de Kia, même de Mazda un peu, même de Subaru, qui a une clientèle peut-être un peu plus jeune. Là. Je les sens, disons, beaucoup plus agressifs au niveau du marketing. Là. C'est vrai, parce que vous voyez Mazda maintenant, ils ont changé leur garantie. Leur garantie maintenant, c'est kilométrage illimité. Avant, c'était 3 ans, 80 000 km. Maintenant, c'est 3 ans, kilométrage illimité. Donc, c'est très attrayant pour les gens qui, je pense à des gens qui font 20, 30, 40, 50 000 km par année. Ils peuvent louer, puis une fois que la location est terminée, ils redonnent le véhicule, puis ils n'ont pas mis un sou en entretien, si on veut. Pas en entretien, mais en réparation sur le véhicule. Donc, ça devient attrayant. Subaru, tu as raison, Subaru, ils ont des nouveaux modèles, ils ont le vent dans les voiles. Avec Nissan, c'est la compagnie, une des compagnies, je pense, qui ont augmenté le plus le part de marché. Puis les Coréens, par contre, c'est stable cette année. Ils ont eu beaucoup d'augmentation au cours des dernières années. Mais là, à un moment donné, là, ils ont atteint comme un petit plafond, mais ils sont quand même, Hyundai quand même, le 5e constructeur en importance au niveau mondial. Bon. Du côté des Européens, notamment Audi, Mercedes, est-ce que c'est toujours assez stable au niveau de l'offre, de la demande, de ce qui est offert, de ce qui est vendu? Bien, ce qui sauve un peu Mercedes, BMW et Audi, c'est maintenant avec les petits modèles. On pense à Audi, il y a la A3, Mercedes, il y a la CLA, le GLA. Audi, il y a aussi le Q3. C'est tout. Ce sont des véhicules en bas de 40 000 $. Même chose pour BMW avec la série 2. Puis ils ont aussi le X1 qui était un petit peu plus cher, mais c'est ça qui permet, notamment au Québec et au Canada, là, de maintenir le vente parce que c'est des véhicules abordables. Qu'est-ce qui reste comme place pour un constructeur comme Land Rover? Bien, encore là, Land Rover sont en meilleure santé financière que jamais, puis Jaguar aussi. Parce que c'est pour ça, tu sais, quand on dit que les ventes ont augmenté partout à travers le monde, tout le monde en profite. Parce que Jaguar, le principal lacune, c'est qu'il n'y avait pas de voiture à traction intégrale. Puis pour les marchés, une voiture de luxe aujourd'hui sans traction intégrale, c'est impensable. Puis comme tantôt, on parlait de la Tesla. Fait que là, c'est sûr que ça l'a ouvert, ça a attiré des nouveaux acheteurs, que ce soit même aux États-Unis, parce que dans l'Est des États-Unis, on voit ce qui se passe cette semaine, Boston puis New York, beaucoup de neige, ça prend une traction intégrale. Et Land Rover, ils ont de plus en plus de modèles. Là, tu vois, à Montréal, ils ont... Est-ce que la fiabilité est au rendez-vous maintenant? Parce que la marque a déjà été un peu malmenée. Oui, mais elle est encore la dernière au niveau de la fiabilité. Si on regarde les sondages, les études de J.D. Power, Land Rover est toujours dernier. Ça s'améliore, mais ils sont toujours derniers. Mais il y a des explications à ça. C'est des véhicules qui sont très, très sophistiqués. Il y a beaucoup d'équipements d'électronique. À un moment donné, l'électronique, c'est pas infaillible, ça brise. Parce que c'est sûr que les voitures d'aujourd'hui, il n'y a rien de comparable à ce qui se faisait il y a 10 ans. Là. Il y a tellement d'équipements, que ce soit les systèmes d'aide à la conduite, on pense aux consoles vidéo,
On pense maintenant à tout le système Bluetooth et tous les systèmes qui sont reliés avec les cellulaires. C'est quand même incroyable. Mais des citrons, il n'y en a plus vraiment, non? Il n'y en a plus, mais il y a des véhicules qui sont peut-être moins attrayants qu'ils étaient. C'est sûr que quand on parle d'un citron, on parle de la fiabilité ou on parle de la conception. Moi, la conception, je pense, je ne veux pas m'attaquer à une marque en particulier, mais la Smart, par exemple, qui est devenue peut-être très petite. Sion a essayé avec la IQ. Les gens ne sont peut-être pas prêts à ça encore, parce que c'est des véhicules plus à vocation urbaine. Si on demeure en banlieue, puis on fait souvent de l'autoroute, là, je sais que je vais me faire lancer des tomates par les propriétaires de Smart. Sauf que... Moi, je me sentirais petit, ça à 35. Très honnêtement, là. Bien, à un moment donné, on ne sent plus la petitesse de la voiture. Ouais. Sauf qu'il faut être conscient que si jamais il y a un accident, bien, coudonc, c'est sûr. Il y en a qui vont dire, « Ah non, c'est encore mieux, tu es encore mieux protégé que dans une autre voiture. » Bien, soyons logiques. Tu as des doutes. Bien, coudonc, si on a un impact arrière, coudonc, il n'y a pas beaucoup de... On est quasiment assis sur le pare-choc. Tu vas plus loin. Tu vas plus loin. On a une bonne poussée. C'est quoi maintenant la place dans le marché pour une marque comme Fiat? Là, on voit même, j'ai vu là, une Fiat plus grosse, là, une 4 portes comme plus imposante. Là. Est-ce qu'il y a de la place pour ça dans le marché? Je sais que les dames aiment beaucoup ce genre de cute, c'est joli, tout ça. C'est vrai. Petit. Puis tu as la Fiat de base, là, puis tu as maintenant la Fiat 500L, qui est probablement le modèle auquel tu fais référence. Mais il y a aussi maintenant, pour 2016, la 500X. C'est un modèle 5 portes. On pourrait la qualifier peut-être, cette Fiat-là, de multisegment urbain, un peu comme, je ne sais pas moi, le Nissan Juke ou le Mazda CX-3, parce que la possibilité d'avoir la traction intégrale. Parce que c'est la même base que le Jeep Renegade qui vient d'être lancé, qui est un bébé Jeep. C'est des véhicules urbains, des petits moteurs, 1,4 litres. Donc, ça consomme peu, ça ne prend pas beaucoup d'espace. Et du côté des berlines et des SUV? Les nouveautés? Bien, moi, je vous dirais que, bon, on prend chez Ford. Ford a renouvelé le Ford Edge. Il prépare un nouveau Explorer pour 2016. Toyota, pas grand-chose. Honda Pilot, on l'attend encore. Le Honda Pilot, c'est une question de temps. Probablement qu'il va être dévoilé à Chicago le mois prochain ou encore au Salon de New York au mois d'avril. À part ça, c'est une année. Bon, Land Rover, tantôt on parlait de Land Rover. À Montréal, ils ont dévoilé le nouveau Discovery Sport. Fait que c'est un autre modèle qui s'ajoute chez Land Rover. Donc là, les gens ont l'embarras du choix. Quel est le meilleur moment dans l'année pour acheter un véhicule? Est-ce que c'est le printemps? Est-ce que c'est l'automne? Est-ce que c'est n'importe quand? Au niveau des promotions, c'est quoi le meilleur temps? Logiquement, c'est à l'automne. Mais à l'automne, quand on achète un véhicule, pour avoir les rabais, on va acheter le modèle de l'année qui se termine. Ouais. Donc, on n'aura pas la nouveauté qui vient d'arriver sur le marché. Là, on économise. Puis, je vous dirais, si vous achetez, admettons, en janvier, février, mars, avril, achetez toujours dans les dernières journées du mois. Oui, ça, c'était mon autre question. J'ai toujours senti que si on magasine vers le 10-12, puis que le vendeur nous rappelle vers le 19-20, si on n'a pas pris notre décision le 26, 27, 28, là, ça appelle beaucoup. Bien, parce qu'ils ont des objectifs à remplir à la fin du mois. Pour le mois. Puis là, si les objectifs de certains vendeurs ou de la concession ne sont pas atteints, mais là, on s'entend qu'on va se démerder. On va faire tout ce qu'ils ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer Donc, de faire le conseil, c'est faites durer le plaisir jusqu'au 29. Le 30. Bien, ça dépend du mois. Peut-être pas en février parce qu'il y a 28 jours. Là. Ouais. Mais si vous êtes comme les 2 derniers jours du mois, là, c'est toujours l'idéal. Ils sont plus parlables un peu. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Jean-François Guay, merci beaucoup. Donc là, évidemment, c'était l'automne dernier, on avait parlé du guide de l'auto 2015. Là, vous devez préparer le guide de l'auto 2016. Effectivement. Oui, on prépare le 2016. Ça va vite, parce qu'il y a déjà des modèles 2016 sur le marché. Oui. Donc, on travaille fort. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer,
Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. On vous rappelle que dimanche, le 15 février, à 13h, au gymnase du Centre Gertrude La France, sur le boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu, troisième édition du Zoom Bâton au profit de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. On fait la captation du Conseil le premier et troisième lundi du mois. Et les mercredis suivants, on choisit des extraits qu'on vous présente dans cette émission, dont l'horaire est affiché à l'écran, mais également sur notre site Internet. À chaque dimanche matin, c'est le Télébingo. 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000. À noter que c'est au câble 09 et non pas le 609, ne pas confondre. Et bien sûr, pour connaître la liste des dépositaires de livrets de cartes de bingo, c'est le tvhr9.com ou encore vous téléphonez ici au 358-1912. Il y en a un petit peu partout sur le territoire où l'on diffuse, donc au Richelieu-Rouville, également tout le secteur de Farnham qui est desservi par la télévision du Haut-Richelieu. Voici les coordonnées pour nous joindre, donc l'adresse postale, l'adresse Internet, toujours plus facile par courriel, Éric Latour, en un mot, à commercial tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour revoir les entrevues d'ériclatour.com et des autres émissions également de la télé. Vous pouvez nous aimer sur Facebook, facebook.com/tvhr9. Vous cliquez j'aime ou vous nous suivez sur Twitter. Et l'émission que vous regardez en ce moment est diffusée tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit et le dimanche en rappel à compter de 16h. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.